Bonjour à tous. On est le 24 octobre 2014. Mon nom est Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada, qui travaille en concert avec mon ami Charles Luxon à Cap-Haïtien. Donc, bonjour à tout le monde réuni dans la salle à Cap-Haïtien et bonjour aussi à nos auditeurs de Radio Natif Natal qui auront la chance d'écouter cette émission là, durant la semaine, ainsi que plusieurs mises à jour de la situation politique internationale. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous donner en fait une très bonne idée d'un discours qui a été donné durant la fin de semaine du 18 au 19 octobre à Francfort en Allemagne. Un discours fait par Mme Helga Zepp-Larouche, qui est la dirigeante internationale de l'Institut Schiller. Donc, l'Institut Schiller a organisé une conférence durant cette fin de semaine-là, une conférence internationale avec des panélistes experts sur plusieurs sujets. Son discours est vraiment un discours incroyable, un discours qui donne un sens, en fait, des trois crises auxquelles l'espèce humaine fait face maintenant. Et c'est avec ça que je vais commencer la présentation. Donc, Mme Larouche, qui est en fait une activiste politique depuis déjà les années 70, qui travaille avec M. Larouche depuis ce temps-là, M. Lyndon Larouche, qui lui est aux États-Unis. Et c'est une dame qui est surnommée, en Asie notamment, est surnommée la dame de la nouvelle route de la soie. Et on va revenir sur ce sujet-là, parce que la nouvelle route de la soie est en fait la politique développée par la Chine depuis au moins 2013, donc qui est une politique avouée du gouvernement chinois. Mais Mme Larouche, en fait, a commencé le travail sur ce projet déjà dans les années 90, où à l'époque, en 1992, on parlait à l'époque du projet, le triangle stratégique, le triangle stratégique Paris-Berlin-Vienne, qui visait en fait à créer un centre de développement industriel et scientifique en Europe, qui pouvait par la suite s'étendre à travers l'Eurasie et évidemment aussi au sud à travers le continent africain. Vers les années 87-97, le projet est devenu le pont terrestre eurasiatique. Et évidemment, le projet visait plusieurs endroits, dont la Chine, l'Europe de l'Est, le Proche-Orient, même aussi l'Amérique du Nord, parce qu'on parle de connecter l'Eurasie avec le tunnel sous le détroit de Bering, donc reliant la Sibérie et l'Alaska, et par la suite le Canada, et le reste de l'Amérique du Nord et du Sud. Et maintenant, la Chine, en fait, a réalisé plusieurs aspects de ce projet, de ce pont terrestre. Et évidemment, maintenant, il y a de nouveaux projets qui voient le jour à travers le monde. Et le discours de Mme Larouche donne vraiment un bon sens de la situation internationale. Donc, le discours va comme suit. Donc, ça commence. Je voudrais d'abord vous accueillir à cette conférence d'une extrême importance et vous donner aussi la bienvenue, le mot de bienvenue de M. Lyndon Larouche, qui est avec nous en esprit, et dont justement la capacité de pronostic de M. Larouche, sa capacité à faire un pronostic économique, a contribué énormément à ce qu'aujourd'hui, on ait une solution à la crise qui nous frappe. Mais il faut que je vous dise d'abord que nous sommes dans un moment de crise aux dimensions sans précédent. L'humanité maintenant est sur le bord d'un génocide qui pourrait en fait être pire que tout ce que l'espèce humaine a connu jusqu'à présent si les politiques actuelles du secteur transatlantique sont poursuivies et maintenues. Donc le secteur transatlantique, on parle de l'Europe et le secteur des Amériques aussi. Donc Mme Larouche poursuit en disant, dans le court terme, nous faisons face à une coïncidence de 3 dangers mortels. Nous avons l'expansion du terrorisme
personnifiée maintenant par le groupe État islamique, qui est en train de continuer son expansion et de causer un génocide dans la population kurde de l'Irak et de la Syrie, et aussi d'autres minorités religieuses. Donc cette situation-là pourrait rapidement atteindre un point auquel les nations contre qui ce terrorisme est dirigé n'auront d'autre possibilité que de vraiment faire une guerre totale qui pourra ensuite, en fait, détruire la région de l'Asie du Sud-Ouest et par la suite démarrer une guerre mondiale, une guerre globale. La deuxième menace, le deuxième danger, également aussi mortel, est la situation où l'on risque, en fait, une pandémie à cause du virus le virus Ebola, qui est maintenant en train de devenir hors de contrôle et qui a ravagé plusieurs nations de l'Afrique de l'Ouest et qui est maintenant en train de se propager en Europe et aux États-Unis et en Amérique latine. Et contrairement aux assurances irresponsables faites par les experts de ce qu'on appelle le secteur développé, comme aux États-Unis, au Canada, en Europe, qui disent, eux, qu'il n'est pas possible que le virus continue de s'étendre et qu'en fait, les nations développées sont préparées et protégées contre ce virus-là. En fait, tous ces mensonges-là risquent de créer une situation où la situation est encore plus hors de contrôle. Et le troisième danger mortel, c'est celui auquel on fait face, et c'est une menace absolument certaine, qui est celle d'un nouveau crash financier, qui serait encore pire que celui de 2008, si l'Europe et les États-Unis poursuivent leur politique de bail-in, donc la politique modelée sur la politique de Chypre, c'est-à-dire qui est en fait de faire une coupe dans les comptes de la population même, donc de prendre une partie de leur argent afin de payer les banques, afin de sauver les banques. Et cette politique-là nous amènerait le monde dans un âge sombre. Et avec ça aussi, une guerre pourrait résulter de ce danger. Et en fait, toutes les armes, comme les armes nucléaires en existence, pourraient être en fait utilisées. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi mettre l'accent sur le fait que ces trois dangers-là ne sont pas le résultat d'un processus inévitable. Mais ce sont des crises faites par l'homme et donc auxquelles on peut remédier. Mais on doit d'abord reconnaître que ces politiques-là, que ces dangers-là sont le résultat d'un échec politique de l'establishment de la région transatlantique et qu'on peut les corriger si la volonté politique peut être mise en branle afin de faire cela. Maintenant, concernant la première menace, celle d'État islamique, le groupe terroriste, qui avance encore de manière très rapide, malgré les bombardements faits par les États-Unis, bombardements aériens. En fait, pour bien comprendre, il faut comprendre que M. Lyndon LaRouche, l'économiste américain, avait produit un documentaire, un film documentaire en 1999 intitulé « Tempête sur l'Asie », dans lequel, en fait, il mettait déjà en garde à ce moment-là, donc 15 ans auparavant, avant la crise actuelle, sur la politique anglo-américaine qui mène à un encerclement de la Russie. Donc, on a un encerclement de la Russie et aussi de la Chine en utilisant des cellules terroristes pour préparer un terrain pour en fait une guerre mondiale. Et aussi, on voit de plus en plus le rôle de la Turquie dans cet encerclement de la Russie et de la Chine. Donc, l'idée d'utiliser ce qu'on appelle la carte islamique, donc le terrorisme islamique contre, à l'époque, l'Union soviétique, est en fait une idée qui originait
d'un politicien nommé Zbigniew Brzezinski, qui en fait avait amené cette politique-là à une conférence de la commission trilatérale à Kyoto, au Japon, en 1975. Et ensuite, on a eu le groupe des Moudjahidines qui était entraîné et formé pour combattre l'Union soviétique en Afghanistan. Et ce mouvement-là a pris une forme, a pris un peu une vie indépendante et s'est étendu à partir de l'Afghanistan, à travers l'Asie centrale, au Daghestan, en Tchétchénie, au Pakistan et ailleurs. Donc, à l'époque, déjà, on avait une situation assez chaotique. Et ce qui s'est ajouté à ça a été une politique qu'on appelle aujourd'hui la politique de changement de régime, qu'on a connue avec la politique de George Bush en 2003. Et en fait, cette politique de changement de régime est le résultat d'une intention anglo-américaine afin de transformer le monde en un empire global après l'effondrement de l'Union soviétique. Et la politique de changement de régime a aggravé la situation, en fait, en démantelant les États-nations, qui sont, elles, les organisations basées sur des principes qui assurent l'ordre international. Donc en 2003, la guerre avec Saddam Hussein en Irak, qui était totalement basée sur des mensonges créés par Tony Blair en Angleterre et les renseignements secrets britanniques du MI6, ont transformé l'Irak en un pays, qui ressemble, qui a été détruit pour être amené jusqu'à l'âge de pierre. On a vraiment tout détruit en Irak. Et on a laissé une situation où le terrorisme s'est mis à croître de manière naturelle. Donc on a vraiment un territoire où le terrorisme enflait, gonflait, s'étendait à travers la région. Ensuite, on a eu la guerre contre la Libye, une guerre anticonstitutionnelle, encore basée sur des mensonges. Les nations comme la Russie et la Chine avaient fait un veto à l'ONU. Et ces nations-là, en fait, on a renversé la situation en clamant que l'intervention en Libye serait une simple intervention humanitaire. Et donc, il n'y aurait pas de guerre. Et c'est pour ça, en fait, que les nations comme la Russie et la Chine ont plutôt voté de manière neutre au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais maintenant, quand on regarde la Libye, c'est un pays, en fait, qui est dans un chaos total et complet. Ensuite, on a eu les mensonges avec la Syrie, où on disait que le gouvernement Assad voulait utiliser des armes chimiques contre sa propre population, ce qui n'a jamais été prouvé. Et au contraire, ça a été prouvé que les armes chimiques ont été utilisées par les rebelles, qui étaient, eux, appuyés par l'Arabie saoudite et les nations occidentales. Néanmoins, le mensonge qu'Assad a utilisé des armes chimiques est encore maintenu par les médias de masse dominants aujourd'hui. On a réussi, concernant la Syrie, on a réussi à éviter les frappes militaires jusqu'à la dernière minute. Mais si on regarde encore à la région, on voit que l'Irak et la Syrie aujourd'hui sont beaucoup trop faibles pour être capables de combattre l'État islamique. Et en Europe, on a maintenant des propositions complètement folles, par exemple provenant du Parti vert en Allemagne, d'utiliser des troupes allemandes sous un mandat de l'ONU, des Nations Unies, et en fait utiliser ces troupes-là pour faire un coup d'État nazi en Ukraine. Donc de donner le pouvoir, en fait, aux forces nazies qui se sont infiltrées dans le gouvernement ukrainien depuis les dernières 2 années d'incertitude politique, depuis les manifestations du Maïdan. Et évidemment, ainsi, contribuer à l'isolation de la Russie. Et donc, les chances, dans ces conditions présentes, c'est qu'en fait, un mandat de l'ONU pour une pareille mission, évidemment, ne serait pas possible.
Et en fait, il faut bien comprendre que, pour donner un exemple, le ministre des Affaires étrangères allemand a fait le point récemment, a fait le point là, de la déstabilisation en Ukraine. Et récemment, il s'est déplacé en Arabie Saoudite pour accentuer, en fait, pour donner un peu un sens du rôle de leadership que l'Arabie Saoudite doit jouer dans le combat contre État islamique. Ça, c'est comme demander au renard de surveiller le poulailler. Et en fait, le représentant politique du parti CDU en Allemagne, donc Philipp Missfelder, dit que pour la Syrie, il n'y a qu'une seule solution politique sans Assad, mais que temporairement, il faut maintenant appuyer le président Assad, sinon l'État islamique va prendre le dessus. Donc ça, c'est vraiment des déclarations assez, des déclarations amateurs, amateurs politiques. Donc ces babbleurs, ces politiciens-là, sont en train de jouer dans une situation qui pourrait nous mener à une guerre, à une troisième guerre mondiale dans le court terme. Et aux États-Unis, quand on regarde là-bas, on voit qu'il y a une révolte grandissante. On demande en fait à aller au fond de la présente crise concernant l'État islamique en prêtant attention en fait aux réelles circonstances des attentats du 11 septembre et de publiciser en fait l'entièreté du rapport officiel sur le 11 septembre fait par une enquête du Congrès américain concernant justement les renseignements là, autour de l'attaque du 11 septembre 2001. Et qui était un produit, en fait, ce rapport a été produit sous le leadership du sénateur Bob Graham, qui est un ancien sénateur aux États-Unis. Donc, le combat aux États-Unis, c'est, afin de déterminer où le monde ira, il faut révéler les 28 pages de ce rapport sur le 11 septembre afin de montrer le rôle de l'Arabie saoudite dans les attaques du 11 septembre 2001 et en fait de jeter la lumière sur qui est le véritable ennemi des États-Unis et des nations et comment en fait éradiquer le problème du terrorisme aux États-Unis et dans le monde en fait. Et récemment, on a eu au Canada, on a eu au poste CBC, donc le Canadian Broadcasting Corps, qui a publié il y a de ça une semaine une entrevue de 11 minutes à la radio dans laquelle il était question justement de ces fameux 28 pages. Et ce qui était dit, une des choses qui a été dit justement par le vice-président Joe Biden, il disait, lui, que le plus gros problème, en fait, c'est nos alliés. Nos alliés dans la région du Proche-Orient sont le plus gros problème en Syrie, parce qu'ils ont aidé à travers le temps, à travers le récent passé, à créer les institutions terroristes comme État islamique. Donc, évidemment, ça faisait partie d'un discours un peu plus long qui a été donné environ 2-3 semaines auparavant, dans lequel il disait que justement le bombardement fait par les États-Unis d'État islamique maintenant, en fait, ça c'est le vrai problème, c'est que les alliés, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et les nations les Émirats Arabes Unis, ils sont en train de pourchasser en fait des politiques différentes et que les États-Unis en fait ne peuvent pas compter sur ses alliés dans le Proche-Orient. Mais en fait, quand on regarde justement ce que le sénateur Bob Graham a dit durant cette entrevue d'11 minutes, en fait, évidemment, lui-même, ayant lu les 28 pages, mais étant sous sermon, ne pouvant révéler le contenu de ces 28 pages-là, il dit quand même, il dit la connexion est une connexion directe. Non seulement l'Arabie Saoudite a promu
cette forme d'extrémisme religieux concernant l'État islamique, mais a aussi été un des principaux bailleurs de fonds, premièrement en finançant Al-Qaïda et ensuite en finançant plusieurs franchises Al-Qaïda à travers le monde, plus spécifiquement en Somalie et au Yémen, et maintenant l'appui donné à l'État islamique. Donc ça, c'est vraiment une déclaration dynamite. C'est une déclaration explosive. Et le scandale, c'est évidemment que les dirigeants de l'Europe savent cela. Ils sont au courant de ça. Mais le sénateur Bob Graham est quelqu'un de très réputé comme ancien sénateur. Donc, il était à la tête de l'enquête faite par le Congrès sur le 11 septembre. Et à cette époque-là, quand vous regardez l'Allemagne, par exemple, vous aviez M. Steinmeier, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères en Allemagne. À l'époque, était sous le cabinet du chancelier Schröder et qui était en charge des services secrets. Et maintenant, vous avez M. Steinmeier en tant que ministre des Affaires étrangères pour la deuxième fois. Donc, en fait, il n'y a aucune chance que cette personne-là ne soit pas au courant de ce rôle joué par l'Arabie Saoudite. Et ça va pour tous les groupes, tous les gouvernements en Europe. Donc, de faire semblant, d'aller voir l'Arabie Saoudite et de faire semblant qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de leur leadership, ben c'est évidemment très hypocrite et c'est de perpétuer un mensonge qui est en fait en train de menacer la survie de plusieurs nations. Donc, ce scandale, il faut le rendre public. Et il faut utiliser ce scandale pour faire justement un changement de politique concernant le financement et le développement de groupes terroristes à partir des Moudjahidines, Al-Qaïda, Al-Nusra et maintenant État islamique. Donc, ces groupes-là doivent disparaître le plus vite possible. Maintenant, si on regarde Bloomberg, le service de renseignement Bloomberg a écrit un article récemment dans lequel ils disent que l'État islamique, en fait, est en train de créer, de développer et d'entraîner des combattants tchétchènes contre Poutine, contre Vladimir Poutine. Et qu'en fait, un des principaux commandants d'État islamique, qui vient de Géorgie, son surnom étant Omar le Tchétchène, son nom complet étant Omar al-Shishani, discute ouvertement qu'en fait, la cible ultime d'État islamique est en fait le président Poutine. Et on sait d'ailleurs que la majorité des combattants dans l'État islamique sont de Tchétchénie et qu'ils se préparent à amener le combat en Asie du Sud-Ouest et l'amener directement en Russie. Ensuite, on a le leader des nazis en Ukraine, le leader du parti secteur droit, Pravi Sector, donc un dénommé Dmytro Yarosh, qui lui, en fait, demande au seigneur tchétchène Doku Umarov de prendre les armes contre la Russie. Et ce même Yarosh, en fait, a déjà combattu durant la première guerre tchétchène contre la Russie du côté des Tchétchènes. Donc, d'après ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, ces opérations ne sont pas simplement dans le Proche-Orient, mais ces organisations terroristes sont dirigées contre la Russie et aussi la Chine. Donc, par exemple, le 4 juillet de cette année, le leader d'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, a publié une carte géographique qui montrait en fait l'étendue de ce groupe terroriste et qu'ils essaient en fait de construire des cellules aussi en Chine et dans une vingtaine d'autres pays à caractère musulman. Donc, quelle conclusion doit-on tirer de tout ça? Bien, plutôt que de s'allier avec des pays qui aident
à la croissance et au financement des groupes terroristes, des Moudjahidines jusqu'à État islamique aujourd'hui, si on veut vraiment prévenir l'escalade de la situation, en fait, du danger de guerre mondiale maintenant, il faut absolument changer la direction et former une alliance incluant la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Syrie, l'Égypte. Et seulement avec ce changement de politique et d'aller justement dans cette nouvelle direction, pourra-t-on arrêter la crise. Et ça veut dire aussi d'agir de manière très urgente afin de mettre la question d'une nouvelle architecture de sécurité pour, en fait, pour le monde entier, de discuter de cette proposition parce qu'on est dans une situation où on ne peut pas simplement avoir quelques pays qui sont dans une confrontation avec la Russie et penser qu'on va éviter une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale. Il faut revenir, en fait, au droit international. Il faut revenir au respect absolu de la souveraineté nationale, comme ça a été développé par la paix de Westphalie, les négociations de la paix de Westphalie, et comme c'est représenté maintenant par la Charte des Nations Unies. Ensuite, le paradigme de changement de régime à travers les fameuses révolutions colorées est aussi une forme de guerre, même si c'est une guerre non déclarée. Il faut rendre ce type de révolution-là illégal. Mais plus précisément, ce qu'on appelle la doctrine Blair, pour Tony Blair, ce qui est appelé aujourd'hui l'intervention humanitaire. En 1999, Tony Blair a donné un discours à Chicago dans lequel, enfin, le discours a permis de changer la doctrine de l'OTAN et de l'Ouest de manière complète, en disant en fait qu'à partir de maintenant, les interventions militaires humanitaires allaient être permises par l'OTAN sans aucun mandat de l'ONU. Et on a vu ça en fait pour la première fois durant la guerre au Kosovo contre la Yougoslavie. Il faut aussi évidemment se débarrasser de ce concept qu'on appelle le droit de protection, the right to protect, qui est encore une conséquence de la doctrine Blair, qui a été adoptée en 2005 par le sommet mondial, durant le sommet mondial des Nations Unies. Parce que cette politique a mené en fait à l'érosion l'érosion des nations, comme on le voit dans le Proche-Orient et en Afrique maintenant. Maintenant, parlons justement de cette question de la paix de Westphalie. Une paix qui était le processus qui a abouti en 1648 en Europe. Un processus qui a mis fin à 150 ans de guerre religieuse, 150 ans successifs de guerre religieuse, et qui représentait une percée absolue et pour la première fois l'établissement du droit international. Et si vous regardez au principe de la paix de Westphalie, le premier principe dit que pour garder la paix, tous les crimes qui ont été commis de tous les côtés doivent être pardonnés. Et le second principe dit que, à partir de maintenant, la politique étrangère des nations doit être basée sur l'intérêt, l'avantage de l'autre, l'avantage et l'intérêt de nos voisins. Et qu'il doit y avoir un respect absolu de la souveraineté nationale. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous devons absolument mettre un terme à l'idée des intérêts géopolitiques d'une nation ou d'un groupe de nations. Parce que c'est la géopolitique qui a mené à 2 guerres mondiales durant le dernier siècle et qui est en train de nous amener dans une 3e guerre, sortant justement du jeu du grand échiquier qui est l'encerclement de la Russie
et de la Chine. Il nous faut remplacer la géopolitique par l'idée des buts communs de l'humanité et nous devons construire une nouvelle architecture de sécurité qui devra prendre en considération l'intérêt de chacune des nations de la planète. L'actuel président chinois Xi Jinping a dit plusieurs fois qu'on ne peut pas avoir de sécurité dans le monde simplement pour quelques nations et le chaos pour les autres nations. Donc, on a besoin d'une paix mondiale. Donc, voici pour le premier danger. Donc, regardons maintenant le deuxième danger, donc le danger de pandémie du virus Ebola, qui est maintenant hors de contrôle. Comme on sait maintenant, il n'existe aucun traitement, aucune cure, aucun vaccin, et l'Ebola est un virus extrêmement agressif, avec un taux de mortalité de 70 à 80%. Et le taux de croissance des cas augmente de manière exponentielle. Et les approximations actuelles sont que d'ici le mois de janvier de 2015, on aura environ 1,5 million de personnes infectées par le virus. Donc aujourd'hui, on parle entre 10 et 20 000 nouveaux cas de gens infectés par semaine. Et évidemment, les travailleurs médicaux sur le terrain, à cause de la situation chaotique, ont arrêté de compter parce qu'évidemment, ils n'ont pas le temps de faire des statistiques pour vraiment savoir où le virus en est rendu. Au mois de mars, quand on a eu les premières percées du virus dans l'Afrique de l'Ouest, essentiellement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, à ce moment-là, ces pays ont demandé l'aide de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies, mais ils n'ont reçu aucune aide. Maintenant, dans une situation où le personnel médical a abandonné la bataille, à faute de moyens, c'est une situation qui a été décrite par Boccaccio. On parle du XVIIe siècle, dans son livre Le Décameron, dans lequel il parle en fait des gens qui étaient infectés par un virus, qui ont été d'abord mis dans un camp de traitement de la maladie. Ensuite, ces camps-là sont devenus des camps d'isolation pour garder les gens isolés des autres personnes en santé. Et parce que ces camps-là étaient beaucoup trop peuplés, ces camps d'isolation-là sont devenus des camps de la mort. Donc les gens se font dire aujourd'hui, restez chez vous, prenez des aspirines, ne quittez pas votre maison pour ne pas infecter les autres. Évidemment, ce qui veut dire que la famille des personnes infectées par le virus, par la suite vont mourir eux-mêmes. Et tous les gens qui viennent à l'hôpital se font dire, quittez, on ne peut pas vous aider, et en fait, allez mourir ailleurs. Si on veut bien comprendre la situation, il faut retourner en 1972, où Lyndon LaRouche, économiste américain, avait créé un groupe, enfin une force d'investigation pour comprendre les implications à long terme des conditionnalités du Fonds monétaire international. Et à l'époque, M. LaRouche a dit que si les politiques du Fonds monétaire international étaient appliquées, c'est-à-dire une politique de prêt d'argent sous des conditions d'austérité économique extrême, donc en appliquant ces politiques-là du Fonds monétaire international, cela nous mènerait les nations dans une catastrophe biologique après un certain temps. Et comme on le sait aussi, en 1974, Henry Kissinger, à l'époque qui était un conseiller à la sécurité nationale aux États-Unis, avait publié un rapport, un mémoire intitulé le National Security Study Memorandum 200, donc le NSSM 200, dans lequel il explique que
la population de certains pays dans le tiers-monde est la plus grande menace aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis, parce que trop de gens utiliseraient trop de ressources et voulant sécuriser ces ressources pour les États-Unis, il fallait en fait décourager la croissance populaire. Aujourd'hui, évidemment, avec les conditionnalités du Fonds monétaire international. Parce que si vous dites à un pays du tiers-monde, vous ne pouvez pas investir dans les politiques de santé, vous ne pouvez pas investir dans les infrastructures, mais vous devez payer votre dette. Donc, évidemment, les conséquences sont claires. Et les conditions vraiment morbides de plusieurs pays, plus précisément sur le continent africain et dans le monde en général, on voit vraiment en fait qu'on comprend l'intention délibérée du système politique actuel. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut se rappeler en fait, la politique britannique a toujours été une politique de réduction de la population, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et vers la fin de cette guerre-là, on avait Bertrand Russell, dans un article dans le magazine Science, intitulé « Les impacts de la science sur la politique », a dit qu'il serait plus avantageux si, à chaque génération, on aurait une pandémie mortelle qui permettrait de réduire la population et les survivants pourraient procréer librement sans surpeupler la planète. Avec ça aussi s'ajoute la déclaration du prince Philippe, qui a dit plusieurs reprises dans des conférences publiques que s'il pouvait être réincarné, il voudrait être réincarné comme un virus mortel afin de réduire la population mondiale. Donc en 2008, le CDC aux États-Unis, donc le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, a écrit un mémoire qui a été remis au président Obama durant justement la dernière campagne électorale, dans lequel il était publié, qui a été publié en fait hier, grâce à justement au Freedom of Information Act, donc un acte qui permet là, d'ouvrir certains documents classifiés après un certain temps. Donc, ça a été publié dans le Washington Times, dans lequel le CDC, en 2008, disait que les coupures dans le budget qui était planifié par l'administration Obama mèneraient à une situation où de simples maladies comme la rage, l'hépatite A et l'Ebola peuvent devenir des dangers mortels. Donc, évidemment, ce rapport-là a été complètement ignoré par l'administration et les coupures, évidemment, ont été absolument dramatiques. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est pratiquement de remédier à la situation. Il faut comprendre que la situation en Europe et aux États-Unis est beaucoup plus pire que ce qu'on pense. Parce qu'il semble que, comme pour l'exemple avec l'Espagne, que quand les premiers cas du virus Ebola émergent et qu'ensuite les infirmières sont infectées, en fait, on réalise qu'il n'y a aucun protocole pour le personnel médical, aucun protocole pour s'occuper du virus Ebola. Et plutôt qu'amener les gens qui sont infectés, de les amener dans des hôpitaux qui ont la capacité de s'occuper de ça, donc on parle des hôpitaux de niveau 4. Donc, au lieu de les amener là, on réalise en fait qu'il y a un manque complet de préparation et que les infirmières sont laissées à elles-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'elles ont à faire. Aux États-Unis, on a 4 hôpitaux seulement qui ont la capacité de traiter le virus, un virus comme celui d'Ebola. Donc, 4 hôpitaux de niveau 4. En Allemagne, il y a seulement assez de lits d'hôpitaux pour 50 personnes concernant la capacité de s'occuper du virus de l'Ebola. 50 lits d'hôpitaux. Et mercredi dernier, donc le 15 octobre,
il y a eu un appel conférence aux États-Unis durant lequel le syndicat uni national des infirmières aux États-Unis, un appel conférence sur lequel il y avait 11 500 infirmières, durant lequel ils ont carrément blâmé l'administration Obama pour le manque de préparation dans le système de santé américain. Les infirmières ont reçu aucun entraînement, aucun matériel de protection, aucune manière de se débarrasser du matériel infecté, aucun masque respiratoire, etc. Et de plus, on a une recherche qui a été publiée récemment par Rebecca Milner de l'Université du Minnesota dans le groupe qu'on appelle le International Medical Corps, dans lequel elle explique que, contrairement à la ligne officielle, le virus Ebola peut être transmis à travers ce qu'on appelle l'aérosol. Donc, en d'autres mots, c'est faux de dire que le virus peut être simplement transmis à travers les fluides corporels. Donc, par exemple, à travers l'éternuement, on peut transmettre le virus. Récemment, en fait, au mois d'août dernier, le militaire espagnol, il y a de ça environ 2 mois, quand on a montré, quand le virus a été perçu la première fois en Espagne, le militaire espagnol a dit, utilisons nos équipes ABC. Donc, les équipes qui sont entraînées pour s'occuper des armes chimiques, biologiques et atomiques, qui, eux, ont reçu une formation, justement, dans ce genre de crise-là. Eux, ils sont entraînés. Mais cette proposition a été rejetée par le gouvernement à l'époque. Et au lieu de ça, les gens infectés ont été envoyés à l'hôpital Charles III de Madrid, et ce qui n'a pas été suffisant. Et de toute manière, l'unité pour traiter les maladies infectieuses en Espagne a reçu des coupures budgétaires énormes dues à la privatisation du système de santé. Donc, en fait, des gens qui n'ont aucun entraînement, des infirmières qui ont reçu aucun entraînement, en fait, ont dû écouter un simple petit vidéo de 20 minutes sur comment traiter les gens qui ont le virus d'Ebola, ce qui est évidemment pas, ce qui est ridicule si on tente d'appeler ça de la préparation, de l'entraînement. C'est ridicule, c'est vraiment stupide. Donc, les experts de ce groupe militaire ABC ont donné une entrevue récemment au magazine El Confidencial Digital, rapportant en fait que quand les équipes, les troupes sont formées, par exemple, ils sont entraînés à mettre et enlever l'équipement de protection des centaines de fois, et avec justement un officier qui se tient près des gens en entraînement et qui leur dit, après chaque erreur, si on était dans une vraie situation, vous seriez mort maintenant. Donc, ce sont des gens qui sont entraînés à un niveau extrême. Et maintenant, on a 500 docteurs et infirmières et d'autres personnels médicaux qui ont écrit une déclaration récemment que le virus le plus mortel, c'est la politique du gouvernement espagnol et que les responsables de la santé sont en train de détruire le système de santé publique à travers la privatisation. Évidemment, ça ne s'applique pas simplement à l'Espagne, ça s'applique à beaucoup de nations. Donc, évidemment, les ministres de santé de l'Europe tiennent en général le même discours en disant que le virus n'est pas hors de contrôle, qu'il ne peut être transmis par aérosol, mais il faut dire absolument que le pire risque pour la contamination rapide de l'Ebola en Europe maintenant, c'est la politique d'austérité de la Troïka. Parce que c'est eux qui ont démantelé le système de santé de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. Et on peut voir la négligence criminelle de ces gouvernements par le fait que eux se concentrent surtout
en se concentrant surtout sur prendre la température des gens à l'aéroport et dans les chemins de fer et dans les stations de train pour vérifier simplement leur température, ce qui fait absolument rien pour prévenir la contagion et l'infection du virus. Donc, si on regarde en fait aux statistiques en Europe, on se rend compte que les lits d'hôpitaux ont en fait diminué à partir de 2003 jusqu'en 2014 à cause des politiques d'austérité. En Allemagne, on a baissé de 6%, en France de 16%, en Italie de 18%. Donc évidemment, ce qui doit être fait, c'est qu'il faut absolument aller vers un mode d'urgence pour arrêter la crise en Afrique, ce qui n'a pas été fait encore. Ce qu'il faut donc faire, c'est d'envoyer, en fait, on parle de bateaux hôpitaux, que chaque armée, en fait, à travers le monde ont, parce que, et en fait, qu'on peut envoyer dans les pays de l'Afrique de l'Ouest des bateaux là, qui sont sur la côte atlantique. Donc, ainsi, vous augmenteriez de beaucoup, en fait, de plusieurs milliers, le nombre de lits d'hôpitaux disponibles pour ces nations-là, pour cette population-là. En fait, les États-Unis ont envoyé aussi 3500 soldats américains qui ont été déployés là-bas pour construire des centres pour traiter les gens. Mais il n'y a rien qui a été fait encore. Il n'y a pas un seul building qui a été construit encore. Donc, au lieu de perdre un temps précieux, on aurait plutôt utilisé certains buildings qui sont déjà là et les transformer, eux, en hôpitaux de niveau 4 et ainsi contenir l'épidémie avant que vraiment la situation soit désespérée. Et utiliser spécifiquement différentes sections des armées internationales qui ont été entraînées contre la guerre biologique, parce que maintenant, c'est la seule capacité qu'on a de s'occuper du problème. Et encore là, on vise une coopération entre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, les pays européens et d'autres. Sans ça, on ne pourra pas résoudre le problème. Donc, on a deux situations dans lesquelles la continuation de notre confrontation contre la Russie est vraiment suicidaire pour l'espèce humaine. Et je peux vous assurer que d'ici les prochaines semaines et les prochains mois, on va avoir une panique grandissante dans le monde à propos de toutes ces situations-là. Et il faut aider, en fait, à transformer cette panique en une reconnaissance que la race humaine doit changer sa direction. Qu'il faut, en fait, avoir une nouvelle architecture de sécurité nationale dans laquelle toutes les nations sont représentées et ces nations-là peuvent travailler ensemble afin de contenir ces dangers mortels. Donc, de retour dans les années 70, Lyndon LaRouche appelait à l'époque à une initiative de défense biologique. Donc, ce qui s'est produit dans le contexte où les mesures du FMI est en train de croître et de s'étendre. Donc, M. LaRouche a réitéré cet appel après les attaques à l'anthrax aux États-Unis, dans le contexte du 11 septembre 2001, et a aussi appelé à une défense nationale pour faire la guerre, en fait, aux germes, se basant sur les leçons apprises durant la guerre de Corée, qui ont ensuite donné naissance à l'acte Hill-Burton aux États-Unis, qui a permis la croissance des hôpitaux publics à l'époque là-bas. En février 2006, M. LaRouche a appelé à l'initiative de défense biologique encore, après que la grippe aviaire ait touché 3 continents et il y avait à l'époque un danger immédiat de mutation du virus qui aurait pu en fait se transmettre de personne à personne. Donc à ce moment-là, en fait, on parle de 1991, l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il y avait en fait une fenêtre
de 10 ans avant la combinaison de nouvelles et d'anciennes pandémies et que les maladies résistantes aux antibiotiques créeraient des nouvelles conditions pour un holocauste biologique. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus urgent de mettre toutes les ressources internationales ensemble pour éviter le genre de duplication qui se produit maintenant parce que les gens, en fait, on a un problème où la recherche est axée sur les profits financiers. Donc, on cherche à développer un nouveau remède qu'on va utiliser pour faire de l'argent. Alors qu'en fait, on risque aujourd'hui une nouvelle peste noire qui pourrait réduire la population, comme ce qui s'est passé au 14e siècle en Europe. Donc, cette initiative biologique demanderait évidemment un crash program, donc un programme de recherche très intense pour trouver les solutions. Mais il faudrait avoir une approche totalement différente, pas une approche de profit par les compagnies pharmaceutiques, mais de regarder plutôt les questions fondamentales, à savoir qu'est-ce que la vie elle-même, donc d'étudier le concept de vie même, d'un point de vue des connexions, des rapports entre la biosphère et la noosphère, donc de la nature et de l'esprit humain, dans le sens amené par le scientifique russe Vladimir Vernadsky. Donc, il était déjà clair dans les années 70 qu'on s'en allait vers un crash financier et un nouveau danger de nouveaux types de fascisme. C'était justement le pronostic de mon mari, Lyndon LaRouche, le 15 août 1971, lorsque Richard Nixon, alors président des États-Unis, a divorcé le dollar du système or international et a démantelé le système économique Bretton Woods. Et par la suite, M. Larouche a dit qu'on allait se retrouver dans un crash financier sans précédent. Donc, la situation internationale, le système financier international est devenu encore plus criminel depuis ce temps-là. Et en fait, on regarde par exemple la déclaration de Jean Ziegler, qui est le nouveau commissaire à l'ONU pour l'enquête menée sur les fonds vautours, les fonds spéculatifs vautours, dans lequel il a nommé le système actuel comme étant un système cannibalistique, un système cannibale dans lequel les éléments criminels sont les fonds vautours, qui sont responsables en grande partie des conditions des conditions mondiales. Et aujourd'hui, des nations comme l'Argentine sont impliquées dans une bataille contre ces mêmes fonds vautours. Des fonds qui ont fait des prêts aux nations, comme dans le cas de l'Argentine, ont fait des prêts de 48 millions de dollars et veulent un retour d'investissement de 850 millions de dollars, donc ils demandent un profit de 1600% sur 6 années. Et on vient de découvrir aussi que c'est quelque chose qui a été fait à Congo-Brazzaville, à travers le même fonds vautour, un fonds appelé Elliott Management, mené par Paul Zinger, qui lui-même est en guerre contre l'Argentine maintenant. Donc, il faut absolument savoir que combien de médecins, comment de nourriture, comment d'appartements peut-on construire? Enfin, comment peut-on relancer le développement économique avec les millions que ces fonds vautours-là sont en train de tenter de voler? Beaucoup de vies auraient pu être sauvées dans les dernières 4 décennies. Et nous sommes à un moment aujourd'hui que les politiques du FMI sont en fait 100 fois pires que celles d'Adolf Hitler. Il faut regarder maintenant justement regarder combien de gens ont été tués entre-temps. Et évidemment, vous allez voir que si vous regardez ça, vous allez voir que c'est
C'est pas une exagération. Bien au contraire, cette comparaison est très valide. Donc, le système actuel qui nous a amené dans une situation où 85 personnes possèdent autant de richesses que 3,5 milliards de personnes, que ce système-là est en train de crasher. Ce système-là va se désintégrer, il se désintègre maintenant, et si rien n'est changé entre-temps, on va se retrouver dans une crise financière pire que celle de 2008, parce que les institutions, les banques qui sont supposément trop grosses pour tomber, les too big to fail banks, sont maintenant aujourd'hui 50% plus grandes, mais aussi sont 50% plus endettées. Et il y a maintenant, on entend une chorale d'experts financiers qui disent que la grande crise est sur le point de se produire. William White, l'ancien chef de la BIS, donc le Bank for International Settlements, et aussi Guy Debelle, le dirigeant du comité du commerce de la BIS, disent que il va y avoir un crash violent qui va se produire bientôt. Thomas Hoenig, le vice-représentant de la FDIC aux États-Unis, a dit récemment que les banques qui sont supposément trop grandes pour tomber vont tomber et qu'ensuite tout le système va tomber. Et aussi on a, avec la situation en Europe et aux États-Unis, des nations qui se préparent à faire des bail-in, donc de prendre l'argent dans les dépôts de la population pour sauver le système bancaire actuel. Donc, ce que je disais au début, c'est que ces trois crises existentielles coïncident et que si rien n'est fait pour opérer un changement dramatique dans cette situation-là, on est aussi bon que mort. Donc, on est fichu si on ne change pas la situation. Maintenant, heureusement, il y a une solution, il y a une porte de sortie. Parce qu'on a un développement parallèle à cette crise qui s'est développé comme une directe réaction du système de profit casino criminel et immoral qu'on connaît aujourd'hui. Cette accumulation de profits pour une minorité et la pauvreté et la mort pour des millions, si ce n'est pas des milliards. Donc la préparation de ce système alternatif est en train de se construire depuis déjà un très long moment. C'était en fait le combat du mouvement des pays non alignés dans les années 60 et 70 qui se battaient pour un nouvel ordre économique plus juste, mais qui ont été écrasés à ce moment-là et qui ont subi les conséquences. Donc cette organisation-là travaillait et combattait déjà avec M. Lyndon LaRouche qui lui appelait en 1975 à la création d'une banque de développement international pour remplacer le Fonds monétaire international et investir dans des projets. Donc ce combat-là est encore un combat aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle période dans laquelle la civilisation commence avec justement la déclaration du président Xi Jinping de Chine que nous devons construire une nouvelle route de la soie. Il a annoncé ça en 2013 alors qu'il était au Kazakhstan. Donc l'ancienne route de la soie qui a été construite environ il y a de ça 2000 ans durant la dynastie Han. À ce moment-là, cette route a permis l'échange de biens, de technologies, d'idées, de culture et était évidemment une victoire incroyable parce qu'on avait réussi à résoudre des défis incroyables, comme par exemple de traverser le désert Taklamakan, dans lequel les gens devaient traverser en chevaux, en chameaux, à pied et par bateau. Donc un défi énorme. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu la chance moi-même de visiter cette région-là à la fin du mois d'août, sur l'invitation de la fondation en Chine, Sung Chingling,
et de l'Académie Dunhuang, nous avait invités à faire un voyage dans cette région-là, à partir de Lanzhou à la muraille de Chine, à Jiayungang, Dunyang et plus loin encore dans le désert Gobi. Donc c'était vraiment très intéressant et on voit en fait on ne voit qu'un désert, mais ce désert-là est en fait le point de branchement pour d'autres chemins de fer qui peuvent mener dans d'autres régions encore plus éloignées. Donc la nouvelle route de la soie, ce n'est pas simplement une connexion entre la Chine et l'Asie centrale et l'Europe. C'est un nouveau concept dans lequel chaque pays de la planète est invité à joindre. Donc, dans ce contexte, il faut voir justement que la Chine se joint à d'autres nations pour former le groupe du BRICS. Donc, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc, plusieurs ententes ont été signées entre ces nations-là. La Chine et la Russie ont signé des ententes pour de 30 à 40 ans pour les échanges de gaz naturel, plus une quarantaine d'accords qui ont été signés récemment. Donc, évidemment, c'est la même chose entre le Brésil. Vous avez des projets entre le Brésil et le Pérou de faire un chemin de fer transcontinental qui traverserait l'Amérique du Sud, de l'Est vers l'Ouest. Aussi, vous avez un projet de faire un nouveau canal du Panama dans la même région. Vous avez des projets de chemin de fer à haute vitesse partout. Vous avez des nouvelles instituts pour créer du crédit pour les grands projets. Donc, 3 banques qui vont remplacer le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui sont des institutions qui ont failli, qui n'ont aucunement marché. Beaucoup d'accords sur le développement de l'énergie nucléaire aussi. On parle de plusieurs dizaines de centrales nucléaires qui vont être construites dans l'avenir prochain. Et vous avez évidemment la demande, ou la mobilisation plutôt, clé de la Chine qui veut aller sur la Lune pour aller chercher de l'hélium-3 pour l'utiliser dans le but de développer la fusion nucléaire, qui est l'énergie du futur, l'énergie pour les prochains milliers d'années, et qui va permettre justement à l'espèce humaine au complet de faire un saut qualitatif jamais conçu auparavant. Donc, il faut maintenant définir une solution aux problèmes présents dans le monde en se positionnant du point de vue de l'avenir. Où voulons-nous, en tant qu'espèce humaine, être dans les 2 prochaines générations ou d'ici 100 ans? Si on ne veut pas être dans un âge sombre dans lequel seulement quelques millions de misérables personnes vont réussir à survivre en vivant dans des cavernes et dans la faune, est-ce qu'on va avoir ça ou est-ce qu'on aura une espèce humaine qui va être capable en fait de mettre un terme au système impérial et éviter une guerre nucléaire d'extinction, une guerre qui mettrait un terme à l'espèce humaine? Donc, dans ce contexte-là, il faut changer l'identité de l'espèce humaine et revenir à cette conception de l'humain en tant qu'espèce créative, en tant que, en fait, seule espèce créative connue dans l'univers jusqu'à maintenant. Donc, nous devons créer maintenant un mouvement de masse pour les buts communs de l'humanité, pour une vision pour l'avenir. Un monde dans lequel nous aurons accompli la sécurité matérielle, la sécurité énergétique pour toute l'espèce humaine, parce que nous devons installer une base industrielle sur la Lune pour aller chercher l'hélium-3, pour développer l'énergie de fusion et aussi développer de nouveaux types de ressources naturelles qui nous permettront de créer les conditions d'une économie isotopique, une économie basée sur des procédures médicales précises avec des équipements de haute technologie, avec aussi une production industrielle pour la propulsion spatiale à travers le système solaire et au-delà. Aussi un système de défense contre les astéroïdes qui peuvent toucher l'espèce humaine. Donc les astéroïdes, les météorites et les comètes.
Nous devons avoir des révolutions scientifiques nouvelles afin de découvrir comment notre système solaire et notre galaxie fonctionnent réellement. Et quel est vraiment cet univers dans lequel nous sommes avec ces milliards de galaxies. De quoi parle-t-on exactement? On doit avoir une réponse à ça. Et donc, cette nouvelle architecture de sécurité doit partir de ce point de vue-là. Pas simplement d'un point de vue de sécurité contre le terrorisme, mais de sécuriser, en fait, le développement de l'espèce humaine. Donc, ce concept de la nouvelle route de la soie n'est pas simplement une connexion entre les nations de la planète, une simple connexion physique, comme l'ancienne route de la soie l'était, mais elle doit devenir, en fait, un pont terrestre mondial connectant tous les continents et aussi aider à élever l'espèce humaine vers les étoiles, une espèce humaine liée ensemble, élevée afin de connaître et afin de penser justement à un niveau supérieur, contrairement à la situation actuelle. Donc, c'est exactement ça qui doit devenir l'identité de l'esprit humain dans ce contexte de la nouvelle route de la soie, c'est-à-dire de ressusciter la question de créativité humaine, qui sera le principe de cohésion entre toutes les nations et la connexion de ces nations-là avec le reste de l'univers. Donc, nous devons nous assurer que l'espèce humaine, finalement, deviendra complètement humaine.